Bienvenue à notre causerie fromagère du 8 avril avec notre invitée, Dr. Gisèle Lapointe. Le sujet, c'est les biofilms alliés ou ennemis de l'affinage des fromages. Je vous présente tout de suite notre invitée. Gisèle Lapointe est détentrice de la chaire de recherche industrielle en microbiologie laitière du CRSNG et des producteurs de lait de l'Ontario. Elle enseigne et mène ses recherches en biotechnologie, microbiologie alimentaire et application de la génétique moléculaire microbienne, de la génomique, de la protéomique, de la métabolomique. Elle utilise des approches systèmes pour l'étude de l'écologie microbienne et sur son impact sur la qualité du lait et les aliments destinés aux humains et aux animaux. J'ai bien hâte d'entendre ce sujet qui me passionne, les biofilms alimentaires. Est-ce que c'est nos amis ou nos ennemis? Gisèle, je vais te laisser passer à la prochaine diapo pour les petites consignes. Pendant la causerie, on vous invite à mettre vos micros à mute. Vous pouvez laisser votre caméra si vous voulez. Et puis, pour les interventions, nous allons avoir deux périodes de questions pendant la causerie et on va garder les questions pour ce moment-là. Donc, vous pourrez intervenir soit par le chat ou soit directement avec notre conférencière. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Gisèle pour en apprendre plus sur les biofilms. Bonne causerie à tous. Merci. Et merci Marie, ça fait toujours plaisir de revenir et parler aux gens du Québec. Je te remercie pour l'invitation. Je dis jamais non à Marie. À chaque fois qu'elle vient vers moi, je dis oui. C'est ça aujourd'hui. J'ai le plan de notre causerie, c'est d'abord un petit rappel de qu'est-ce qui est venu avant, des causeries antérieures qui sont encore disponibles sur le site du CEFQ, que vous pouvez aller feuilleter et consulter. Nous allons regarder l'écologie microbienne de la ferme à la fromagerie sur 6 mois. Donc, c'est un peu le pendant Ontario d'un projet qui était conjointe Ontario-Québec. On va voir le profil de type de micro-organisme. On va avoir une petite pause de discussion et on va finir avec les deux faces des biofilms, les défauts des produits et des exemples d'alliés de l'affinage, en finissant par une période de pause aussi, de questions. En guise de rappel, vous pouvez trouver sur le site CEFQ la présentation qui a été faite par Julie Jean et Marie-Lie Gagnon en avril 2023. Ils ont parlé de la charge microbienne plus élevée sur des équipements servant à l'affinage que des équipements servant à la fabrication des fromages. La conclusion, c'était de recommander plus d'attention à la qualité de l'eau, mais aussi d'incorporer une action physique de brossage sur des structures un peu complexes. Et la perspective de leur causerie, c'était vraiment, il fallait améliorer les connaissances sur les biofilms bénéfiques ou protecteurs qui pourraient exister dans le domaine alimentaire. Et une partie de ce projet a été faite en collaboration Québec-Ontario avec Denis Roy, Evelyne Guévremont, Mérélie, bien sûr, Julie Jean et Ismaël Fliss. Une autre activité sur le lait cru qui a eu lieu l'année passée, en février, moi, j'ai présenté pour Alexandre Teneng. Et dans ce projet, on parlait de des sources de variation du lait cru des fermes laitières au Québec et surtout en relation avec les fourrages. Et les données d'Alexandre ont démontré que jusqu'à 31% des espèces bactériennes et 56% des espèces fongiques du lait sont partagées avec la ration fourragère. Et on a appris que la ferme peut être une source de bactéries psychotrophes, lipolytiques et protéolytiques, formant des biofilms. Donc, par la suite à ça, on voit qu'on pourrait considérer qu'il y a un seul biofilm qui rejoint tous ces écosystèmes. Ça, c'est un peu le concept de Mario Jacques qui a publié sur ce sujet de un biofilm qui nous relie tous les environnements ensemble, qui ont un effet ensemble sur l'innocuité, l'altération et la durée de conservation, mais aussi la flaveur de nos produits. Donc,
qu'est-ce qu'il y a comme point critique dans le système de traite? Vous voyez que je place le refroidissement en premier lieu, mais il y a aussi une diversité de matériaux dans ces systèmes. Il y a des matériaux que vous reconnaissez bien sûr, l'acier, mais il y a aussi le caoutchouc silicone dans les tuyaux, dont on recommande le remplacement et par inspection visuelle de les remplacer selon les recommandations. Donc, il y a des points critiques dans ce système qui est relié aux matériaux utilisés. Par exemple, les tuyaux en silicone et les joints dans le système de traite, ils sont hydrophobes, donc ils ont une énergie libre négative, mais ils sont variés, très variés. On voit un exemple d'une photo qui montre qu'il peut avoir quand même des fissures et des raccoins qui peut accommoder des protéines d'abord, un film conditionnant, et puis les bactéries ensuite qui s'installent. Donc, il y a toute une série de matériaux différents avec différentes hydrophobicités qui peut avoir une dégradation pour la chaleur et l'âge. Pour l'acier, on connaît bien les finitions et les grades variés, les grades alimentaires qui forment les lactoducs et le réservoir de lait. Mais vous voyez en bas ici à droite un exemple d'un système de laboratoire, un système de traite qui a été fabriqué pour un laboratoire qui a été fait par l'équipe de Cécile Laitier en France, et ça s'appelle le système pilote-traite, où on voit quand même la formation de trous et de fissures dans l'acier inoxydable qui fait en sorte que ça peut héberger des bactéries qui ne sont pas enlevées par les flux de nettoyage. Vous connaissez probablement très bien le diagramme classique sur la formation de biofilm avec l'adhésion, la formation de colonies, la maturation et la dispersion. Mais moi, j'ai complètement refait ce diagramme pour représenter mieux qu'est-ce qui arrive dans un système de traite. On voit le début qui est bien sûr la traite, la griffe qui touche à l'animal tout au long qui va dans le lactoduc et qui arrive au réservoir à la fin. On voit que par un nettoyage et sanitation régulier, il y a peut-être la formation de microcolonies, mais peut-être pas de maturation, tant de maturation de biofilm que ça. Qu'est-ce qu'on a surtout, c'est la dispersion des micro-organismes qui peut aller s'attacher plus loin dans le système. Donc, lorsqu'on applique des composés, comme on appelle un lavage de biofilm qui comprend des composés peroxydes, on peut penser que ça peut déloger un peu mieux les biofilms, mais il y a quand même la dispersion de ces microbes dans le système. Et s'il n'y a pas de rinçage ou de purge suffisamment, ces bactéries peuvent aller se loger ailleurs dans le système. Et donc, on voit qu'on peut avoir un biofilm résident qui peut durer des mois. Donc, qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à date de ces biofilms, à part selon nos études antérieures, c'est que les espèces retrouvées dans le lait de ferme, ils sont très bien connus pour la formation de biofilms. On connaît bien sûr Pseudomonas qui aime le froid. On connaît Streptococcus et Staphylococcus qui peuvent aimer la chaleur. Donc, il y en a des psychotrophes ou des thermophiles. Il y a Lactococcus qui aide à l'acidification et à la coagulation du lait, mais toutes ces espèces sont très bien connues pour former des biofilms. Et qu'est-ce que Cécile Laitier, qui, elle, vous vous en souvenez peut-être de sa présentation l'année passée, elle a parlé du système de traite de laboratoire à la fin de sa présentation. Ils ont trouvé des biofilms résidents dans le système de traite très rapidement. Et ces biofilms étaient résistants aux procédures rigoureuses de nettoyage. Donc, au laboratoire, le système commence avec des biofilms résidents. Et donc, quand on passe le lait UHT dans ce système, on est capable de déloger et retrouver ces bactéries dans le lait UHT. Donc, des bactéries résiduelles, ils pourraient contaminer le lait de la traite suivante.
Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ces biofilms diminuent l'efficacité de chaque nettoyage et de la sanitation. Et donc, les recommandations qui viennent de l'équipe de la France, c'est de nettoyer avec tact, c'est-à-dire température, action mécanique, chimie, temps d'action, et éviter l'eau stagnante surtout parce que les bactéries adorent l'eau. Donc, pour ma part, on va parler un peu plus de quelles bactéries qui sont transférées entre la ferme et une fromagerie artisanale. Et c'était une étude longitudinale sur 6 mois où une seule source de lait était utilisée pour la fabrication du fromage artisanal. Et on a regardé la diversité microbienne du lait, du source d'eau de lavage, et on a fait des écouvillons du système de traite. Et vous pouvez retrouver ces résultats dans une publication qui est libre d'accès. Donc, un diagramme compliqué pour parler de l'échantillonnage sur 6 mois. On visitait la ferme et la fromagerie 2 fois par mois, 2 semaines de suite. On a effectué des méthodes, on a appliqué des méthodes culture dépendantes, mais aussi des cultures indépendantes sur d'extraction d'ADN sur les écouvillons, sur l'eau filtrée et sur le lait cru. Vous connaissez peut-être pas le code barre de la vie, mais juste pour un petit rappel, lorsqu'on extrait l'ADN de nos échantillons, on peut appliquer ce qu'on appelle l'amplification d'un gène conservé. Et ces séquences, on peut séquencer la totalité de ces séquences, ce qui nous donne un arbre phylogénétique des espèces bactériennes qui se retrouvent dans l'échantillon. On identifie les genres et on a ensuite donc une librairie, une bibliothèque de ces séquences. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est assez faible comme coût. On peut faire un nombre élevé d'échantillons. Mais le désavantage, c'est qu'il y a une petite limitation sur la résolution. On n'a pas de difficulté à identifier les familles et le genre, mais de descendre à l'espèce, il faut vraiment aller prendre chaque séquence et aller trouver c'est quoi. Donc, ce n'est pas une analyse très facile. Mais ça nous donne un profil de tout le microbiote, tandis que les méthodes culture dépendantes vont nous donner un aperçu des bactéries qui sont vivantes. Donc, la finalité, vous voyez ici en bas pour l'ADN, on ne sait pas si c'est des bactéries vivantes ou mortes, mais par les méthodes culture dépendantes, on peut connaître un peu plus sur les bactéries vivantes. Donc, comme exemple du profil du lait cru, côté méthode culture dépendante, on n'a jamais eu de compte supérieur. Les comptes étaient toujours inférieurs à 50 000 unités formant des colonies par ml durant l'étude. Mais qu'est-ce qu'on a vu de différence entre la ferme et l'usine? C'était que les familles de lactobacillacées étaient beaucoup plus abondantes dans le lait à l'usine que dans le lait à la ferme. Par contre, les bactéries qui étaient semblables entre les deux échantillons de lait, entre la ferme et la fromagerie, c'était les actinobactéries. Et ça, c'est les familles comme Brevibacteriaceae et les Micrococcaceae. Et ceux-là ne changeaient pas tellement d'abondance entre la ferme et l'usine. Par contre, c'était un peu en contraste avec les données du Québec. Nous, on n'a pas retrouvé de pseudomonas dans le lait cru. Et ça, on pense parce que le transfert s'est fait tellement rapidement de la ferme à l'usine et l'utilisation immédiatement du lait, ça a fait que les pseudomonas n'ont pas eu le temps de développer. Ces diagrammes Venn vont nous montrer quelles espèces, quelles séquences sont partagées. Ici, en haut à gauche, on voit qu'il y a une grande diversité sur la ferme, un peu moins à l'usine, mais il y a quand même de partage d'un certain nombre de séquences entre la ferme et l'usine, mais il y a beaucoup d'unicité sur la ferme et beaucoup de séquences dans l'usine qui ne sont pas nécessairement partagées. Lorsqu'on regarde le type d'échantillon entre l'eau
les écouvillons et le lait, on voit qu'il y a quand même la plupart des séquences de lait sont partagées avec l'eau et les écouvillons, mais aussi l'eau et les écouvillons partagent aussi certaines séquences. À la ferme, on voit que la plupart des séquences du lait étaient partagées avec qu'est-ce qui se trouve dans les écouvillons du système de traite. Et aussi, la plupart des séquences sont partagées avec l'eau. Et quand on regarde la fromagerie, on voit que il y a un petit peu plus de séquences dans le lait, mais la plupart sont partagées avec l'eau et les écouvillons. Donc, c'est différent entre la ferme et l'usine dans le partage des séquences, mais il y a certainement du transfert entre les deux. Aller en avant. Donc, euh, on peut prendre l'abondance des bactéries, des séquences, des variants, et on peut comparer autour de la moyenne des données. Et qu'est-ce que vous voyez en couleur ici? C'est que quand que l'abondance relative est élevée, on le voit en rouge. Et quand c'est bleu foncé, l'abondance est faible. L'important ici, c'est qu'on demande à l'ordinateur de nous sortir qu'est-ce qui est significatif dans les données. Au lieu de regarder juste tout le profil, on demande au programme de nous calculer qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui a un score le plus élevé. Et ça nous a sorti certaines séquences ici qu'on a pu identifier pas mal jusqu'à l'espèce. Et on voit, qu'est-ce que j'ai indiqué ici, la deuxième colonne, c'est le lactoduc. Et on voit qu'il y a des séquences de staph, de brevis qui sont collées dans le lactoduc, mais on a aussi des séquences qui sont présentes dans le drain à l'usine plutôt que dans le lactoduc qui est plutôt bleu pâle, c'est assez faible. Donc, il y a beaucoup de séquences qui sont partagées entre le lactoduc et le drain et le système, les surfaces en contact avec les aliments dans l'usine. Mais certaines séquences, ils sont amplifiées seulement dans l'usine. Ils sont assez faibles sur la ferme et ils deviennent un peu plus abondantes dans l'usine. Donc, Pseudomonas, comme on pourrait s'attendre, domine dans le drain et les éponges à l'usine. Et les bactéries d'affinage dans le lactoduc sont aussi transférées à l'usine. Il s'agit ici de Staphylococcus aureum qu'on retrouve dans l'affinage des fromages et le Brevibacterium. Une comparaison très, très intéressante que nous avons faite, c'est de regarder les surfaces combinés avant sanitation ou après sanitation pour savoir quelles espèces étaient prévalentes dans l'un ou l'autre des statuts. Et on regarde l'axe ici, c'est une mesure d'abondance relative. Donc, quand il y a une espèce qui diminue en abondance, une autre va relativement être plus importante. Donc, tout se fait sur une base de 100%. Et quand on voit qu'est-ce qu'on retrouve, c'est que même si Staphylococcus peut être bien prévalent avant sanitation, on réussit à enlever une bonne partie. Et on réussit aussi à enlever une bonne partie des Brevibacterium, mais qu'est-ce qui devient plus abondant après sanitation? C'est Lactococcus et Pseudomonas. Donc, c'est les deux que j'avais dit au tout début de la présentation qu'on connaît qui forment des biofilms. Donc, Pseudomonas et Lactococcus vont résister aux procédures de sanitation. Donc, je fais une petite pause question ici pour poser la question, saviez-vous que l'air peut aussi être important pour la formation de biofilms? Et on va regarder comment que ça peut intervenir. Donc, la formation de biofilms sur les surfaces, on pense toujours, comme dans les cours d'eau, on pense aux surfaces submergées dans un liquide parce qu'on pense que les bactéries veulent se baigner dans le liquide nutritif. Mais il y a beaucoup d'espèces bactériennes qui sont aérobes ou anaérobes facultatives, mais ils préfèrent d'avoir de l'air. Et c'est pour ça l'interface entre l'air, la liquide et la surface est très important. Surtout que vous allez voir pour Pseudomonas et E. coli,
une bactérie Bacillus cereus, mais c'est certain que c'est espèce et souche dépendante. Donc, j'ai mis un diagramme qui vient d'une publication où on regarde un coupon qui est vertical et l'interface air liquide est au milieu d'une microcolonie de biofilm et la liquide était initialement en haut, mais on voit ici par coloration acridine orange, ici c'est un autre colorant fluorescent, que la densité des microbes était plus forte ici à l'interface air liquide, avec un petit peu de biofilm en haut et un biofilm en bas de la surface. Donc, cette interaction, cette interface entre l'air et les liquides est favorisant la formation de biofilms par ces bactéries aérobes ou anaérobes facultatives. Donc, un exemple ici, c'est en regardant la surface avant nettoyage en place, on voit la formation d'un biofilm sur l'acier, les deux finitions d'acier sur le polypropylène et sur le verre. Donc, Pseudomonas fluorescens, le PF1, est capable de former des biofilms sur les 4 matériaux. Et certainement juste en bas de la flèche indique le niveau de l'air. Et donc, c'est juste dans la couche inférieure à l'interface avec l'air. Ça, c'est avant le nettoyage. Là, lorsqu'on regarde après le nettoyage en place, on regarde 3 bactéries juste sur une surface d'acier inoxydable. On voit que le plus sensible à la sanitation, c'est le E. coli, mais Bacillus cereus, très fortement collé, et puis Pseudomonas fluorescens aussi plus résistant à ces produits de nettoyage. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette partie ici de la présentation? C'est qu'il y a des psychotrophes, des bactéries lactiques et des actinomycètes dans les biofilms et qui sont capables de résister aux procédures de nettoyage à la ferme qui vont transférer et former la flore de l'usine. Que la fréquence du nettoyage complet des drains est très important. Il faut purger et sécher le plus possible, mais ces biofilms qui se retrouvent au niveau des drains, ils peuvent être source de contamination du reste de l'usine. Mais la question qui nous reste ici, c'est est-ce que les microbes résidents incluent des espèces bénéfiques à l'affinage du fromage et est-ce qu'il est possible de gérer la composition des biofilms? Donc, pour ce, il y a une équipe française qui travaille sur la gestion des biofilms et même si cette étude ici, ça date d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années, c'est quand même à propos aujourd'hui parce qu'ils ont introduit la notion de décontamination sélective et d'essayer de remplacer des agents de nettoyage pour éliminer les flores pathogènes et la flore d'altération, mais garder la flore bénéfique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé de faire? C'était d'utiliser le sulfate de sodium alcalin à 10 et ils ont démontré au laboratoire que c'était capable de faire exactement ça, sélectivement éliminer les pathogènes et la flore d'altération. Cependant, lorsqu'ils sont venus pour mettre en application sur les fermes commerciales, puisqu'il n'y avait pas un produit prêt à appliquer, c'était pas très propice, très, très facile d'utilisation. Un autre problème qu'ils ont rencontré, c'était que les souches de laboratoire ne se comportent pas comme les souches naturelles. Donc, il y avait beaucoup plus de diversité sur les fermes qui n'étaient pas nécessairement contrôlées de la même façon que les souches de laboratoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de connaissances sur ces propriétés d'adhésion des espèces microbiennes et de regarder de collecter des isolats à partir des fermes pour voir comment est-ce qui interagit les flores d'altération, la flore lactique et les pathogènes. Donc, je suis rendue à peu près une vingtaine de minutes. Donc, je pourrais prendre des questions à ce stade avant de continuer sur mes biofilms sur les fromages.
s'il y a des questions sur qu'est-ce qu'on a. Oui. Ben, on va laisser les gens peut-être écrire s'ils en ont à écrire, une minute ou deux. J'en ai peut-être pour toi en attendant, Gisèle. Euh, donc, si je comprends bien, si quand on fait un traitement d'assainissement, entre autres avec des acides peracétiques, c'est souvent sans rinçage. Donc, quand on soupçonne un problème de biofilm, il faudrait rincer. Ça serait pertinent. Oui, donc là, je vais différencier le système de traite d'une usine. Lorsqu'on Mhm, parle de système de traite, le problème avec le rinçage, c'est que c'est juste avant la traite. Et donc, l'eau, si ce n'est pas purgé, va rentrer dans le lait. Le lait va rentrer dans l'eau va diluer le lait et le point de congélation va être changé. Donc, le premier test que les transporteurs vont faire, c'est le point de congélation. Et ben, il y a d'autres indices, mais ils vont faire le point de congélation, si c'est modifié, ils vont dire que c'est dilué par l'eau. Donc, c'est pour ça que le rinçage n'est pas bien vu. mhm. Mais en Mais, fait, je pense que la sanitation avec ces composés devrait être suivie d'un rinçage, mais purgé, ou avoir une conception de système qui n'a pas de pente, de mhm, pente qui favorise l'accumulation de l'eau. Si au moins l'eau pourrait être évacuée, ça aiderait. Le problème, mais beaucoup de producteurs vont remarquer que lorsqu'ils font ces lavages au peroxyde, ils vont avoir un pic dans le Bactoscan dans le lait après mhm, pour une certaine période. Donc, on voit bien le problème, c'est que ces nettoyages réussissent à déloger les biofilms résidents et ils vont avoir un pic de bactéries dans le lait suivant. mhm. Donc, c'est effectivement le cas. On a deux questions. Je vais t'en poser une. La première, c'est de Louise. Est-ce que vous avez des données sur les possibilités que les butyriques s'implantent en biofilm? C'est une excellente question qu'on se pose. Donc, la première question, c'est que est-ce que c'est les spores ou les cellules végétatives? Donc, si c'est les cellules végétatives, oui. Euh, mais ils ont besoin d'une certaine étendue de température. Les nutriments, c'est correct. Ils sont en présence de protéines du lait. Mais le fait que les spores s'implantent dans les biofilms, ça, c'est plus discutable. Dans certaines parties de l'usine où il y a comme l'évaporateur, on parle de quand il y a la température va commencer à être trop haut, où il y a une stimulation, un indice aux bactéries qu'il faut sporuler. Ils vont former des spores, mais les spores sont inertes dans le sens qu'ils ne vont pas se reproduire. Donc, la question de combien de spores sont dans les biofilms, oui, c'est possible. Oui, ils peuvent être logés là, mais ils ne sont pas actifs. Ils vont plutôt être actifs lorsqu'on déloge et puis ils sont dans le lait qui est transformé et puis c'est dans la durée de vie de ces produits-là. Donc, les spores, par exemple, si on parle plutôt du fromage que le lait UHT, si on parle d'un fromage, je pense qu'ils ont démontré que si les spores butyriques sont présentes, je pense que les Smelflis a déterminé que le niveau de spore qui peut causer un problème. Mais la dynamique, on ne connaît pas assez bien de qu'est-ce qui stimule la sporulation versus qu'est-ce qui stimule la germination. La germination, ça prend des acides aminés. C'est là dans le lait avec la protéolyse. Mais la sporulation, ça prend un stress ou un manque de nutriments ou une température qui n'est pas bon. Donc, c'est une très bonne question. Et moi, je pense qu'ils peuvent être là. Et puis, ça, c'est une partie de la cause pourquoi les spores butyriques vont se rendre dans un procédé de fromage. Sachant aussi qu'ils sont anaérobes, les cellules végétatives, eux, ils n'aiment pas Oui, l'oxygène, ils vont peut-être seront peut-être pas aux mêmes endroits.
Oui, oui, tu as raison. Donc, les biofilms dont j'ai parlé à l'interface air liquide, ça, c'est les biofilms de Pseudomonas. Je pense qu'il y a moins de problèmes avec ceux-là. Ça va être d'autres types de biofilms qui vont avoir un creux qui est anaérobe, qui n'est pas proche de l'interface air. Pour le dosage de butyrique, c'est quand même connu dans les publications françaises, là. On a le seuil critique, c'est 500 spores par litre de lait qui cause des problèmes dans les pâtes pressées, là. Donc, c'est là qu'il faut être aux aguets. Oui, c'est Euh, ça. Oui. Là, on a une question de Thomas aussi. Je vais retrouver ma boîte de chat. Désolée, là, j'ai comme enlevé ma boîte de chat. Là, C'est sur les savons avec du sulfate de oui, c'est ça, sodium. les savons. Oui, désolée. Euh, je ne sais pas. J'ai pas parlé avec des compagnies, des fournisseurs de produits pour savoir s'il y a de disponibles, mais c'est une très bonne question. Mais avant que ça soit disponible, il faudrait prouver que si on a un produit formulé correctement, euh, facile d'utilisation, euh, ça doit être testé sur des souches sauvages, comme on dit. Pas juste des souches de laboratoire, mais des souches qu'on connaît qui font des biofilms. Parfait. Puis, j'ai encore une petite question, Gisèle, parce que tout à l'heure, tu as parlé qu'en Ontario, vous aviez moins de pseudomonas qu'au Québec. Ça m'a chicoté dans le sens que la collecte de lait en Ontario, est-ce que c'est les mêmes fréquences? Est-ce que c'est aux 2 jours? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Je te rappelle que ça, c'est une ferme, une usine seulement. OK. Et donc, journalièrement ou aux 2 jours. Mais là, je me rappelle pas si on avait pris en note lesquelles semaines étaient, lorsqu'on a échantillonné, est-ce que ça a été là 2 jours ou pas. Moi, je OK. pense que Ouais. c'était pas, c'était 2 jours au moins. Ça, je suis OK. sûre. Mhm. Mais est-ce que c'était une semaine ou c'était une journée ou deux, je ne sais pas. OK. Mais il y a quelque Mais chose à fouiller là-dedans. c'est moins de 800 mètres. Donc, Ouais, le c'est camion, certain que ça aide, c'est ça. ça- Euh, l'échantillonnage, j'ai une question de Caroline. L'échantillonnage a été fait pendant quelle saison? très bonne question. C'était de juin à novembre, puis on est retourné au mois de février après parce que il allait faire un lavage pour biofilm et on voulait voir si on pouvait détecter un spike dans les bactéries dans le lait. Il allait changer les tuyaux, les hoses de lait, le proximal Mhm. et le distal. Donc, on voulait voir si ça pourrait aider. Effectivement, ça a aidé. C'était au mois de février. On a trouvé que les tuyaux étaient très propres, mais le lactoduc, il y avait encore de biofilm dans le lactoduc. Mhm. Puis, tu as mentionné, oui, vas-y, Gisèle. Juste pour dire que donc juin à novembre couvrait le mois d'août, donc qui était la période la plus chaude, juillet, août. Mhm. T'as mentionné que Pseudomonas et Lactocoque résistent à la sanitation. C'était toujours le même type de sanitation Je acide peracétique ou c'était. Non, Ouais. c'était quelque chose. Je pense que sur les murs et le plancher, c'était pas les mêmes produits qui sont appliqués sur les tables d'acier. Et ma connaissance, le graphique que j'ai montré, c'était toutes les surfaces confondues. Donc, il OK. pourrait avoir certainement des surfaces acier là-dedans. Et donc, ceux-là, c'était euh, aspergé avec un foam, une mousse. Je Mhm. pourrais retrouver le produit exact. On a la liste de produits, mais c'était un produit qui a été laissé en contact pendant une certaine période de temps et puis a été rincé après. Peut-être un ammonium quaternaire, des fois les mousses. Moi, je pensais Ouais. Ouais. adéquate, mais je sais que pour les murs et le plancher, c'était ça, mais pour les surfaces acier, il faudra que Ah, je peut-être retrouve la pas. Ouais. liste. Mhm. Peut-être pas. Mm. OK. Ben, je pense que on peut continuer, Gisèle. Je vois pas de OK. questions ni de main levée. C'est bon. OK. Donc,
Dans ce système de ferme fromagerie, c'est une usine qui fait plusieurs types de fromages. Il fait des fromages en grains, il fait de brie et il fait un style de montagne suisse qui s'appelle Appenzeller, qui est fait avec un lait pasteurisé, mais sans ajout de culture d'affinage. Et ces fromages sont affinés sur des planches de cèdre à peu près 8 mois. Et la fréquence de lavage des croûtes diminue avec l'âge et on voit que ça commence à chaque deuxième journée jusqu'à 2 mois, chaque 3 à 5 jours pour les mois entre 2 et 5 et puis juste une fois par semaine à peu près du mois 5 à 8. Et cette partie du projet a été faite par Tara Wilson, mon étudiante au doctorat. Et qu'est-ce qu'elle avait fait exactement? Oh, je vais parler un petit peu de la succession de la communauté sur les fromages avant de parler de l'étude. Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit, c'est de gauche à droite, on représente le temps du début de l'affinage à la fin. Et dans le temps, les conditions vont changer, vont commencer avec un pH plus faible que 6 et puis le pH va graduellement augmenter. En même temps, le sel va peut-être diminuer un petit peu et l'activité de l'eau aussi va diminuer. Donc ça, ce changement de conditions va influencer la compétition et la coopération entre les microbes et ça va devenir plus en plus euh, favoris- favoriser les moisissures. Donc on commence bien sûr avec les ferments lactiques et les cultures d'affinage. Euh, euh, et ensuite, on développe plus le côté levure et moisissure. Mais qu'est-ce que je veux vous faire attention, c'est de regarder, il y a des actinobactéries qui font partie cet écosystème et vous êtes probablement familier avec les brevibacterium qui sont vendus en culture d'affinage. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais le lavage de la croûte va continuer à garder un peu le côté arrivé de sel avec la solution de lavage périodiquement. Donc, je vais revenir avec cette diapositive après avoir parlé des résultats. Mais la raison pourquoi on a été plus en détail avec ces fromages, c'était à cause de Scopulariopsis, qui est, vous voyez, dans une microscopie optique, on voit une belle moisissure qui fait des petits mycéliums. Mais quand vous regardez la photo en bas à gauche, vous voyez des taches noires qui commencent à apparaître sur un fromage qui est considéré défectueux sur la croûte. Et quand on regarde sur l'Internet, on voit des photos de Scopulariopsis qui commencent à pénétrer par la protéolyse, commencent à pénétrer dans le masse fromagère. Et j'ai retrouvé un exemple très, très avancé et très exagéré d'une infection avec Scopulariopsis. C'est Marcelino et Benson de 2013. Donc, suite à ça, à l'observation de ces défauts, on a été plus en profondeur pour récolter des croûtes une vingtaine de fromages, des croûtes qui étaient jeunes sur les fromages de 2 mois, des croûtes qui étaient 5 mois défauts et 5 mois bons, mais aussi 8 mois bons et 8 mois une croûte avec défaut. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on a trouvé avec les méthodes culture dépendantes, c'est oui, on a trouvé beaucoup d'isolats de Staphylococcus, de Brevibacterium et de Brachybacterium, mais sur les croûtes à défaut, on a retrouvé des Scopulariopsis et des Penicillium. À la fois sur les 5 mois et 18 isolats, on a réussi à avoir 18 isolats à partir de la croûte de fromage à 8 mois, dont la plupart étaient des Scopulariopsis fusca. Donc, ces défauts, qu'est-ce qu'on fait avec ces défauts? Comment est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on regarde d'abord, qu'est-ce qu'on a été voir, c'est on a regardé la planche sur laquelle que les fromages à défaut est reposé. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est
Visuellement, on peut voir des levures, on peut voir des petites agrégations de bactéries, mais on n'est pas capable de savoir c'est exactement qu'est-ce qu'est la composition de cette culture. Donc, bien sûr, les méthodes culture indépendantes nous aident à regarder ça. Donc, on a pris des échantillons de saumure, des planches jeunes, des planches un peu plus, avec des fromages un peu plus âgés. Et on a regardé aussi la solution de lavage qui est à 5 de sel. Et qu'est-ce qu'on a remarqué quand si on retourne ici à la saumure, c'était une petite partie ici de psychobactères que je vous demande de retenir parce que ça va revenir un petit peu plus tard. Mais on a une bonne proportion de Brachybacterium, un petit peu de Staph et de Brevibacterium. Donc, ça, c'était des saumures qui étaient deux saumures différents, pris à peu près à plus ou moins 3 mois. Et donc, à partir de la saumure, qu'est-ce qui va être déposé sur les planches de fromage? Pour les fromages jeunes, c'était en plupart des Brevibacterium avec très peu de Brachybacterium. Avec l'âge, on voit que les fromages de 5 à 8 mois, il y a de moins en moins de Brevibacterium et de plus en plus d'autres actinomycètes. Ici, j'ai montré à droite les autres actinomycètes qui sont des mycococcaciés. Garicola et Yaniella deviennent un peu plus prépondants ou plus abondants et les Brevibacterium vont diminuer. Ensuite, quand on regarde ici, c'est encore des amplicons ARNR16S. Quand on regarde les fromages qui étaient reposés sur ces planches, on voit que les jeunes fromages, on voit le Brevibacterium va augmenter de 2 à 5 mois, mais on ne voit pas beaucoup de différence. 5 mois défaut, sont un petit légère diminution des Brevibacterium. La même chose entre 8 mois et le 8 mois défaut. Les brevis, ils sont un petit peu plus faibles sur ces fromages de défaut. Mais qu'est-ce qu'on voit beaucoup? C'est une grande abondance d'autres bactéries actinomycètes, les mycococcaciées. Et bien sûr, le lactococcus, on s'attend, et il est un peu plus fort au début et puis il diminue avec l'âge de l'affinage. On a fait une deuxième technique sur cet ADN. Au lieu de regarder juste une petite séquence conservée, on a séquencé toute l'ADN dans l'échantillon. Et qu'est-ce que ça peut nous donner de plus? C'est qu'on a les moisissures, on a toutes les autres espèces, les phages, les bactéries, on a tout. Et qu'est-ce que ça nous donnait? C'est une image un petit peu plus claire de qu'est-ce qui arrive entre les fromages défauts qui ont un D ici, le 5 mois et le 8 mois, et les fromages qui sont jugés avec une bonne croûte. On voit que à la fois les Brachybacterium et le Brevibacterium sont un petit peu diminués dans les fromages défauts, beaucoup dans le cas de 8 mois. Mais qu'est-ce qui devient un peu plus prépondérant? C'est les autres actinomycètes. Donc, lorsqu'il y a une balance, un équilibre ou un déséquilibre des actinomycètes, on a, on a, on a l'impression que ça peut dévier vers favoriser les moisissures. Encore une fois, au lieu de regarder les profils, on laisse le programme nous dire quelles séquences qui sont le plus significativement présentes sur ces échantillons qui étaient de saumure, de la plante, des deux planches et du lavage. Et on voit que qu'est-ce qui est significatif dans ces échantillons, c'est les séquences de Brevibacterium qui ressortaient le plus. On voit que sur les jeunes fromages, comme on a vu dans le profil, c'était des séquences qui étaient très abondantes. En rouge, c'est élevé, mais ce n'est pas les mêmes séquences qui sont sur les planches qui sont nécessairement dans le lavage. Donc, il y a une diversité qui est changeante dépendant que si on est sur une surface solide ou dans la solution de lavage. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'on a certains variants qui survivent dans la solution de lavage des fromages.
Et j'ai écrit les planches contenaient plus de séquences diversifiées. Donc, ce microflore est très complexe et j'ai parlé de levure, j'ai parlé de bactéries, j'ai parlé de moisissure. Donc, c'est les interactions entre ces trois types de micro-organismes qui développent la couleur et la texture. Et j'ai mis un exemple ici qui provient d'un article publié en 2023. C'était un autre croûte lavée, mais on voit le développement de la couleur sur les 9 semaines d'affinage. Une couleur qui commence, on voit la variation entre les fromages. Le fromage A est beaucoup plus blanche que le fromage B ou le fromage C. Donc, on dirait que les deux derniers, ils ont affiné un peu plus rapidement que le premier. Et c'est grâce à cette interaction entre ces trois groupes de microbes. Et j'ai montré en bas ici un exemple d'un défaut qui est causé par psychobactère, si vous vous souvenez. J'ai parlé de psychobactères dans le saumure. Et c'est ce type de défaut que ça produit. C'est des indoles qui sont produits par la conversion du tryptophane. Donc, la présence de psychobactères indique qu'il faut se faire attention avec la saumure, avec le temps que la saumure est gardée pour faire les fromages successifs. Donc, on voit, qu'est-ce que je vous montre ici, c'est un milieu gélosé qui nous démontre la diversité des couleurs des bactéries qu'on peut collecter de la croûte de fromage. Et ceci, c'est dû aux caroténoïdes qui sont produits, la pigmentation qui est produite par les bactéries. Les Brevibacterium, ils ont toutes les couleurs. Ils peuvent être orange, jaune, blanche. Donc, il y a une diversité de types. Et qu'est-ce qu'ils arrivent? C'est que ces bactéries, les Brevibacterium, on connaît dans certaines productions, leur contribution à la couleur vraiment orange des fromages. Mais Brevibacterium a une réputation d'activité antifongique. Donc, on soupçonne que l'écologie de ce genre va avoir beaucoup d'influence sur le développement de la couleur, mais aussi l'inhibition de la croissance des moisissures. Et un petit clin d'œil aux phages, je pense que je l'avais mis sur un autre diapo, c'est l'équipe de Sylvain Moineau qui a travaillé sur les phages de Brevibacterium et qui a démontré que l'attaque par les phages peut retarder le développement de couleurs ou changer le développement de la couleur qui est produit par Brevibacterium. Les brachybacterium, de leur côté, sont blanches, mais ils ont aussi une réputation d'avoir une certaine activité antifongique. Et puis, les vraiment jaunes que vous voyez ici, c'est des Staphylococcus equorum. Donc, on voit que ce mélange de couleurs l'abondance relative des trois genres vont vraiment déterminer le développement de la couleur du fromage. Donc, un peu de notion d'écologie. Et ici, ça vient aussi de l'article de SAC de 2023 dont je vous ai montré les fromages tout à l'heure. C'est qu'ils ont vraiment été chercher des isolats pour trouver c'était quoi l'interaction entre les deux groupes de bactéries mais ils n'ont pas été jusqu'à étudier les moisissures. Et qu'est-ce que ça peut faire ici, c'est de contribuer au contrôle de la production d'amines biogènes et les défauts de couleur. Mais qu'est-ce que ce groupe ont trouvé? C'était que les actinobactéries avaient un effet négatif sur les protéobactéries. Donc ça veut dire que les gens comme Psychobacter sont aussi contrôlés par les actinobactéries qui sont en fait des cultures protectrices. Cependant, le géotrichum, lui, il peut aussi avoir un effet négatif sur les actinobactéries. Donc, lorsque le géotrichum est présent, les actinobactéries diminuent. Et qu'est-ce qu'on connaît par d'autres articles, c'est que les actinobactéries peuvent avoir un effet négatif sur les moisissures.
Donc, il y a des cultures d'affinage ou des cultures protectrices qui sont transférées de la ferme à l'usine qui peut contribuer à contrôler les défauts des fromages. Donc, pour revenir à la succession de la communauté, j'ai rajouté deux petits signes ici, un plus et ici le signe qui dit que l'action d'un autre moisissure, le Fusarium domesticum, qui est aussi disponible en culture d'affinage, plus l'activité des actinobactéries, peuvent avoir un effet de contrôle sur la croissance de Scopulariopsis. Donc, on a trois genres de bactéries, d'actinobactéries ou de moisissures qui peut contribuer à contrôler l'étendue de moisissures. Donc, un peu en conclusion, on voit que ces interactions microbiennes sont responsables de la couleur et de l'altération des fromages. On voit que la ferme et l'usine fournissent des microbes qui sont bénéfiques à l'affinage et à la typicité, surtout des fromages. Vous savez depuis le début que oui, les biofilms ont toujours deux faces possibles, les alliés et les ennemis, mais ils peuvent être, ils sont présents, ils sont toujours présents. Euh, et on a besoin de plus de connaissances sur ces interactions et ces connaissances vont nous aider à adapter les procédures de nettoyage et de sanitation aux espèces qui sont retrouvées. Et j'aimerais juste finir en parlant des projets de Fliss sur les composés naturels pour le biocontrôle des bactéries sporulantes qui produisent des gaz, donc le défaut de gonflement par les spores butyriques, et dans lequel que nous, on collabore sur les effets des bactériocines. Lui, il étudiait plus les spores butyriques. Nous, on a retrouvé des Paenibacillus aussi qui pouvaient être des causes de la production de gaz dans les fromages. Donc, ça, c'était qu'est-ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et puis, si vous avez d'autres questions, il me ferait plaisir de répondre. Merci beaucoup, Gisèle. Super intéressant. En attendant que les gens écrivent, vous n'avez pas vu de pseudomonas sur les planches, donc s'il y a un problème de pseudomonas, ça ne viendra pas des planches, ça va venir nécessairement ben, c'est souvent l'eau, là, mais vous n'avez pas vu sur les planches? Non, le drain, les murs, le plancher, parce que sur une des graphiques, je montrais les éponges. Donc, le drain et les éponges étaient faites sur le mur et les planchers. Donc, le pseudomonas avait tendance à être résident là. OK. Donc, quand on fait l'éclaboussure de rinçage, on peut, je pense qu'on peut répandre des pseudomonas avec ça. OK. Donc, les planches ne seront jamais les coupables. Oh, C'est bon à ben, je savoir pourrais parce que dire jamais, mais on jamais, peut jamais dire jamais, hein, c'est ça. mais plus faible probabilité. Probabilité. Puis, autre question. Bon, c'est super intéressant de savoir qu'on a des cultures d'affinage qui vont nous protéger des moisissures contaminantes, mais notre géotrichome qu'on veut qu'il se développe, lui, comment il parvient, puis notre levure aussi, notre Debaryomyces, c'est comment il se comporte par rapport aux contaminants, des moisissures contaminantes. Ah, OK, bonne question. Qu'est-ce que j'avais dit là-dessus ici? Donc, tu vois que j'ai mis neutre ici. Mhm. Donc, OK. j'avais pas retrouvé d'interaction négative entre le géotrichum et les protéobactéries, mais vous voyez ici, négatif entre le géotrichum et les actinobactéries. Donc, on ne sait pas le cause-effet à cette date. Ici, c'est juste une constatation que lorsque les actinobactéries sont fortes, lorsqu'on enlève du géotrichum, les actinobactéries poussent beaucoup mieux. Et lorsqu'on met géotrichum, on a un équilibre entre le Mhm. géotrichum et les actinobactéries. Donc, dans cette fromagerie ici, il y a certaines journées dans la semaine où ils font faire le fromage brie. Et donc, ils fabriquent du fromage brie dans les mêmes salles de fabrication que ce fromage ici, Appenzeller. Et ils n'ont pas de problème avec les fromages brie.
Ils sont très beaux. L'implantation des levures moisissures semble ne pas avoir de problème. Et il n'a pas non plus des moisissures, mais il faut dire que ça, c'est beaucoup plus courte période. C'est pas la même période que pour le fromage Appenzeller qui est 5 à 8 mois. Sur la période qui garde les bris, non, ils n'ont pas de problème de moisissure. Ils n'ont pas de moisissure de brie sur leur Appenzeller. Non, 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 Surprenant. Et malgré que les supports sont un à côté de l'autre pour Mhm, certaines journées de la semaine, non, ils ont pas de. Mais quand même, il y a des autres moisissures comme le fusarium qui m'intrigue beaucoup, le fusarium qui pourrait aider à contrôler le Scopulariopsis aussi, là, mhm. pardon, le fusarium domesticum qui est un autre blanche. Super intéressant. Tu sais, c'est sans fin les connaissances dans ce domaine-là. C'est ça qui est super.